Et ce soir, nous recevons le philosophe Michael Fussell. Son domaine, c'est notamment la philosophie politique. On va essayer de comprendre plein de choses et notamment pourquoi nous sommes si défiants vis-à-vis de nos dirigeants et entre nous-mêmes, entre citoyens. Voyons d'abord les chiffres, c'est avec Alizé Boissin. La crise sanitaire a renforcé le niveau de défiance des Français. Manque de transparence ou mauvaises décisions politiques. Selon un récent sondage, 66% des Français interrogés estiment que l'exécutif n'a pas été à la hauteur. En comparaison, les Européens sont beaucoup moins sévères avec leurs gouvernants. Les Britanniques plébiscitent à 63% leur Premier ministre, Boris Johnson, dont la politique pour lutter contre l'épidémie est pourtant difficilement lisible. Même constat en Italie, où la moitié des sondés jugent positivement leur gouvernement. La différence s'explique notamment par la culture politique des Français. Les Français sont les plus critiques, les plus inquiets, les plus revendicatifs et les plus à considérer que ça n'est pas forcément aux entreprises, que ça n'est pas forcément aux citoyens, que ça n'est pas forcément même aux acteurs publics locaux de jouer un rôle, mais beaucoup plus une tension qui est exprimée à l'égard du pouvoir politique national. Un manque de confiance envers les autorités, mais aussi envers la population. D'après le sondage, 61% des Français estiment que leurs concitoyens ont eu un mauvais comportement durant la crise. Du côté de nos voisins européens, c'est l'inverse. Dans la société française, on retient parfois plus le négatif que le positif. Objectivement, les Français ont très bien respecté le confinement. Ils l'ont même mieux respecté que l'on peut le faire d'autres peuples, même ceux qui ont été de manière un peu caricaturalement désignés comme étant disciplinés, on peut penser aux Allemands, et que les Français se sont moins déplacés que les Allemands. Et que dans un même élan, ce qu'ils vont retenir, ça va plutôt être les phénomènes de déviance que les phénomènes de suivi. Seul point commun en Europe, l'appréhension du confinement. 8 Français sur 10 ont bien vécu cette période, un chiffre dans la moyenne européenne. Allons plus loin dans l'entretien ce soir. Michael Fussell, bienvenue. Vous êtes philosophe, professeur à l'école polytechnique et notamment l'auteur du Temps de la consolation et d'après la fin du monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir sur cette défiance des citoyens vis-à-vis de leur politique et je le disais, vis-à-vis d'eux-mêmes également. Elle n'est pas nouvelle, mais elle semble plus criante lors de cette crise, avec cette crise. Comment vous la percevez ? La défiance, je dirais qu'elle a précédé la crise, en tout cas la défiance dans sa dimension politique. En France particulièrement parce qu'on a un système institutionnel qui privilégie le pouvoir, mais qui se soucie beaucoup moins de l'autorité. J'appellerais ici autorité, si vous voulez, le fait qu'un pouvoir se présente et présente des règles très normatives sur la vie des gens, mais avec une certaine aura ou une certaine confiance, suscitant une certaine confiance. Or, ce qui est caractéristique de la crise que nous avons vécue, c'est que le pouvoir s'est imposé dans nos vies. On parlait beaucoup du fait qu'il n'y avait plus de politique, que la politique avait perdu un petit peu de sa puissance. Or, du jour au lendemain, et par décision présidentielle ou gouvernementale, eh bien, chacun a pu se constater que le pouvoir politique existait. Il était bel et bien là, bel et bien installé. Et il se rappelait à nous, si je puis dire, à chaque fois que nous franchissions la porte de notre appartement par le fait qu'il fallait une attestation. Mais un pouvoir qui était déjà un peu sans autorité et qui s'affirme comme pouvoir, ça crée nécessairement beaucoup de défiance de la part d'individus qui, à tort ou à raison, on a aussi beaucoup déliré sur les difficultés du gouvernement, mais enfin, qui, à tort ou à raison, considèrent qu'après tout, de quel droit ce pouvoir-là, spécifiquement, s'imposerait-il à moi dans des conditions. C'est ce qui expliquerait que ce soit particulièrement français, donc. C'est particulièrement français. On en a aussi des signes en Espagne, d'après ce que je sais. Je n'ai pas fait une étude approfondie, mais il est certain, en tous les cas, qu'il y a, peut-être d'ailleurs dans les pays les plus politiques, Italie, Espagne, France, c'est-à-dire ceux qui attendent beaucoup de l'État, il y a nécessairement aussi de la déception lorsque cet État s'avère potentiellement ou réellement défaillant. Alors, il y a la défiance que confirme et renforce peut-être cette crise, et puis il y a ce que le journaliste suisse Richard Verly appelle l'hystérie française. Je vais le citer dans un entretien qu'il nous a accordé pendant le confinement sur publicsénat.fr. Cette incapacité collective, aussi bien politique que médiatique, à se dire qu'une crise peut être surmontée. En France, il y a trop de défaitisme, on se complaît dans l'examen de la hauteur de la falaise qu'on ne pourra pas surmonter. Qu'en pensez-vous ? Trop de défaitisme en France aussi ? C'est difficile, disons, d'avoir une
une position qui soit absolument générale pour une population comme de 65 millions. Mais c'est le regard d'un journaliste étranger. Oui, bien sûr. Alors je dirais que certainement le défaitisme, c'est un peu la rançon du narcissisme. Hein. La France est une grande nation, je dirais, de l'histoire, un peu comme l'Italie là aussi, qui a beaucoup perdu de son influence, de sa puissance et par conséquent de sa confiance en elle-même. Donc avouer au peuple français, par exemple, pour prendre ce qui est devenu le fil conducteur de toute cette crise, avouer au peuple français que le gouvernement n'a pas à disposition assez de masques, c'est impossible. Et pourtant, ça serait une forme d'humilité qui aurait peut-être été à son bénéfice. Alors on va nommer stratégie une manière de gérer la pénurie, expliquer, enfin je ne vais pas refaire l'histoire ici, elle a été faite 1000 fois, qu'on n'a pas besoin de masques, puis qu'on en a besoin, c'est obligatoire, ça n'est pas nécessaire. Bon. Autrement dit, il y a quand même aussi cette idée qui est partagée, alors je dirais pour une fois, qui est un point commun entre les citoyens français et l'État français, c'est la grandeur, si vous voulez, de ce pays. On ne supporte pas d'être en dessous. On ne supporte pas d'être en dessous, on ne supporte pas, les réactions sur Sanofi le démontrent, et de ce point de vue, à juste titre, on ne supporte évidemment pas d'être considéré comme un pays de seconde zone. Alors la difficulté, évidemment, c'est que la France est une puissance moyenne aujourd'hui, mais que, pour autant, évidemment, elle doit valoriser ses principes démocratiques qui ne sont pas nécessairement seulement ceux de sa souveraineté. Défiance, défaitisme, cette crise a aussi testé notre capacité à être solidaire. Il y en a eu de la solidarité, il y a eu les soignants, il y a eu les applaudissements des soignants, les applaudissements aussi des métiers peu reconnus. Pas avec les politiques et parfois pas entre nous. Il y a aussi eu de la délation, il y a aussi eu du mépris pour ceux qui ont fait la queue des heures pour aller chez McDo, par exemple, pour ne citer que cela. Il est douloureux le constat sur notre société après cette crise, où vous êtes de ceux qui voient au contraire le verre à moitié plein. Je dirais que d'abord, nous ne sommes pas encore à la fin, donc par conséquent, il faudra aussi faire un bilan le moment venu. Maintenant, moi, évidemment, je ne vais pas me prononcer sur les mesures purement sanitaires qui ont été prises. Je constate quand même que l'absence de confiance que la population, d'une manière générale, manifeste à l'égard des politiques est un peu réversible. C'est-à-dire qu'en France, on a eu un confinement qui était tout de même l'un des plus durs, et surtout une modalité de confinement qui s'est traduite presque immédiatement par le renfort de la police. C'est-à-dire qu'il fallait une attestation, on a non seulement judiciarisé, mais de manière aussi plus politique, on a mis la police, si je puis dire, dans la boucle, ce qui peut-être se justifiait du point de vue des effets attendus, mais je trouve qu'on a eu un discours aussi souvent qui, très souvent d'ailleurs, culpabilisant à l'égard de la population, alors qu'au fond, et c'est là où je regarderais plutôt le verre à moitié plein, je suis quand même surpris du fait que les Français se sont globalement, et pour autant qu'on nous le dise, et vu qu'on a fait quand même beaucoup état des excès de certains, on peut être certain que les Français se sont comportés, je dirais, en tout cas de manière civique dans cette affaire. Qu'il n'en ait pas moins pensé, qu'il n'y ait pas eu des excès, c'est autre chose, mais je pense que les applaudissements qu'on a de manière légitime adressés aux soignants ou à ceux qui devaient aller travailler, on peut aussi penser aussi à ceux qui, confinés chez eux dans des conditions qui n'étaient pas, c'est le moins qu'on puisse dire, pour beaucoup très faciles socialement, on peut avoir aussi, plus qu'une pensée, d'ailleurs aussi une sorte d'admiration pour la manière dont les Français, d'une manière générale, mais bon, ce n'est pas ici nationaliste ce que je dis, se sont comportés. Vous diriez qu'elle a été fragilisée, qu'elle est fragilisée par cette crise, notre démocratie. On savait qu'elle était déjà un petit peu branlante, notamment cette notion de démocratie représentative. Vous diriez que là, elle a pris un nouveau coup ? C'est certain, je pense que de ce point de vue, l'épidémie et surtout les mesures prises pour lutter contre elle n'ont pas tellement varié d'ailleurs par rapport à ce que nous avions déjà, si je puis dire, comme dispositif juridique. C'est l'état d'urgence qui s'est imposé ici immédiatement, l'idée même d'état d'urgence comme après les attentats. Alors après, il faudrait regarder dans le détail ce qui, à l'intérieur de cet état d'urgence, dit. Et vous dites imposé, mais quelque part ça a quand même été discuté, débattu, contesté. Il y a eu quand même un vote au Parlement. Oui, alors l'état d'urgence, on demande au Parlement de se dessaisir. C'est-à-dire qu'on le réunit pour qu'il ensuite ne se réunisse plus jusqu'à ce que, évidemment, la question se pose. Mais il peut en discuter certains points. Bien sûr, on peut en discuter. Les conditions de la discussion, là, moi je ne suis pas parlementaire, mais les conditions de la discussion sont certainement rendues beaucoup plus difficiles dans une période d'épidémie. Et puis, ce n'est un secret pour personne que les institutions françaises sont fondées sur le primat de l'exécutif. Et par conséquent, d'une forme de dépossession du rôle du Parlement. Et là, on peut comparer avec des pays, on a beaucoup comparé avec le modèle chinois, ce qui me paraît être une comparaison, en tout cas surtout si elle est laudative, hasardeuse et de laquelle il faut se méfier. On peut comparer avec le modèle allemand, je parle bien des aspects politiques et pas économiques, où là, le Parlement est vraiment
au centre de la décision. Et de ce point de vue-là, on recherche évidemment plutôt un consensus que cette idée, au fond, un peu paradoxale, selon laquelle on va attendre une espèce de salut sanitaire, de survie quasiment, de la part d'un pouvoir exécutif, alors même que ce pouvoir est déjà très fragilisé dans les opinions. Cette crise nous apprend et nous confirme beaucoup de choses sur le pays. Elle nous confirme aussi les inégalités sociales. Vous en avez dit un tout petit mot, mais on va approfondir ce point. On l'a pressenti au moment du confinement, mais cette fois, il y a des chiffres. Ceux de l'Observatoire régional de santé d'Île-de-France, par exemple, sur les taux de surmortalité, et le constat est très net. Entre le 1er mars et le 10 avril, la Seine-Saint-Denis a enregistré une augmentation du nombre de décès de 118,4% par rapport à la même période de l'an dernier. C'est la plus forte hausse et il se trouve que c'est le département le plus pauvre. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Cela montre ce que là aussi nous savions abstraitement, mais qui se vérifie ici de la manière la plus cruelle, c'est-à-dire l'inégalité face à la maladie et face à la mort. Parce que, évidemment, le chiffre de la mortalité globale explose, en particulier dans des régions socialement détériorées, si je puis dire, ou celles où sont les plus pauvres. Et donc, ça veut dire que le critère de l'âge, ou des fameuses comorbidités, n'est pas le seul, ou plutôt d'ailleurs que ces comorbidités sont bien souvent liées à des états sanitaires liés eux-mêmes à la société. Alors, de ce point de vue-là, évidemment, l'idée que il faut de toute urgence remettre la France au travail à quelque chose peut-être d'un peu étrange, parce qu'elle s'adresse en priorité à des personnes qui sont déjà épuisées, si elles ne sont pas déjà malades, je veux dire. Et par conséquent, l'effet de réalité, comme toujours d'ailleurs, c'est le moment où on passe d'une idée un peu abstraite, on parlait ô combien de l'explosion des inégalités, au fait que ces idées un peu abstraites se réalisent dans le corps. Et c'est bien ça ce que fait la maladie à la politique, d'une certaine manière. C'est que ce qui... on pourrait dire même la mondialisation, la traque du pangolin qui a lieu en Chine, tout d'un coup, elle s'invite dans ma propre intimité, si je puis dire, et parfois, pour le pire, dans ma propre maladie. Et bien là, d'une certaine manière, et toute proportion gardée, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce qui, jusqu'à présent, se laissait dire sous la forme de courbes d'évolution, on a beaucoup vu de courbes aussi de mortalité, eh bien, en réalité, se manifeste comme étant une des injustices les plus criantes dans la société française face à l'espérance de vie et surtout à l'espérance de vie en bonne santé. Elle en a dit un petit peu plus, la directrice de l'Observatoire régional de santé. Ce sont les pourvoyeurs de travailleurs clés, en parlant de la Seine-Saint-Denis. C'est tous ceux qui ont assuré le bon fonctionnement pendant cette période de confinement. Ce sont les gens qui travaillent dans les transports, ce sont les gens qui ramassent les déchets, ce sont tous les gens qui sont en relation avec le commerce d'alimentation, ce sont les livreurs, les postiers, les forces de l'ordre et évidemment les soignants. Les Français ont tous été reconnaissants, on l'a dit pendant cette période, vis-à-vis de tous ces, j'allais dire petits métiers, mais non, des métiers peu reconnus jusqu'ici. Vous croyez à un réel changement de regard, puisque c'est ce que promet un peu l'exécutif. D'ailleurs, Emmanuel Macron a tenu un discours notamment sur ces métiers peu reconnus jusqu'ici. Vous croyez vraiment qu'il y aura un changement de regard ? Un changement de regard, certainement. Je crois que le regard, d'ailleurs, sur les populations défavorisées ou les plus pauvres, le regard social est un regard, et d'ailleurs, c'est heureux, qui est plutôt un regard non seulement de compréhension, mais d'affection. Maintenant, c'est plutôt un changement, je dirais, de politique, qui est peut-être attendu qu'un changement de regard. Changement de regard. C'est-à-dire que si on regarde, dans tous les cas, certaines mesures sociales liées à l'état d'urgence sanitaire, je pense en particulier à la question des congés, à la question de l'augmentation du temps de travail, on ne peut pas exactement dire que ça aille dans le sens d'une prise en compte, pour l'instant, réelle, concrète, de ceux qui, effectivement, se sont battus dans cette période pour maintenir une société à peu près au niveau d'existence minimale. Et de ce point de vue-là, je pense que là, on parle beaucoup de primes. Bon, tout cela, évidemment, est bienvenu, surtout quand il s'agit de personnes qui ont des conditions salariales très difficiles. Enfin, on ne fera peut-être pas l'économie d'une revalorisation générale de ces métiers que dans une certaine image, je dirais, de la mondialisation heureuse, de la mondialisation, je dirais, virtuelle et du télétravail qui ressort aussi renforcé de cette épreuve. Et bien, dans une certaine image de la mondialisation heureuse, on était parvenu parfois à cette idée ou à ce fantasme qu'on pouvait se passer de ces métiers, qu'on pouvait se passer de ces personnes, ce qui est non seulement socialement et économiquement faux, mais ce qui est moralement, évidemment, largement discutable. Il faut s'en méfier de ces inégalités sociales. Elles pourraient donner lieu à de nouvelles colères sociales, et on connaît les colères sociales en France.
Il faut s'en méfier d'abord parce qu'elles sont injustes, et puis ensuite, effectivement, elles ont des effets politiques, je dirais, de plus en plus accélérés. Moi, j'ai été très frappé dans la manière dont le discours sur l'épidémie, et en particulier sur sa dimension médicale, ce discours sur les effets positifs ou négatifs de la chloroquine, la personnalité de Didier Raoult, se sont greffés immédiatement des oppositions, qui sont des oppositions qu'on aurait appelées autrefois des oppositions de classe, qu'on appellerait peut-être aujourd'hui des oppositions plutôt d'idéologie, c'est-à-dire... Et géographique aussi. Et géographique, Marseille contre Paris, le représentant médical des Gilets jaunes contre l'élite parisienne de l'INSERM. Bon. Alors toutes ces choses-là, elles sont à la fois, je dirais, inévitables, parce qu'à partir du moment où on était confiné, évidemment, comment voulez-vous demander aux gens de ne pas s'intéresser au discours médical, si ce discours médical les oblige à ne pas sortir de chez eux. Donc, d'une certaine manière, c'est inévitable. On avait à tous un avis d'épidémiologue ou de virologue. Bon. Et en même temps, évidemment, elles sont, ces passions françaises et politiques, elles sont, je dirais, mais toujours pour la même raison, elles sont un peu dangereuses, dans la mesure où ce qui a disparu, c'est un peu mon leitmotiv, c'est l'alternative gauche-droite, c'est-à-dire une véritable manière de politiser le conflit, de discuter sur des alternatives en matière sociale ou en matière économique, au profit d'une alternative extrêmement, délicate à gérer politiquement et surtout démocratiquement, qui est celle, je dirais, du petit peuple contre des élites corrompues. Bon. Alors cette manière, je dirais, de jouer le peuple contre les élites, elle sert parfois au pouvoir, elle sert parfois aux opposants du pouvoir, mais elle ne sert jamais aux démocrates. Mais quelle traduction politique pourrait-elle prendre ? Je ne sais pas encore, parce que nous avons, si je puis dire, la chance... Pour être clair, est-ce que ça peut se transformer en vote pour les extrêmes lors de prochaines élections, puisque c'est effectivement une question qui commence à se poser. Nous avons en France la chance d'avoir une extrême droite, je la distingue moi de l'extrême gauche, une extrême droite qui n'est pas très à la hauteur, si je puis dire, de ses propres enjeux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le Rassemblement national ait été politiquement très intelligent dans cette période. D'ailleurs, elle n'en a pas tiré profit, si j'ose dire, dans les sondages. Elle n'a pas gagné. Madame Le Pen n'en a pas tiré profit, elle a attaqué trop tôt et de manière, je dirais, caricaturale. Cela étant, au-delà des partis et au-delà des éventuels candidats, ce qui est certain, c'est qu'il va être difficile pour ceux qui pensent que la frontière, par exemple, n'est pas un absolu, pour ceux qui considèrent que l'État-nation souverain n'est pas nécessairement la seule forme de protection pour les citoyens, il va être difficile de l'expliquer maintenant que, si je puis dire, on a élevé le geste barrière, la barricade de soi, en mode de vie. Par conséquent, il va falloir essayer peut-être de réfléchir à la manière de retrouver des formes de commun, des formes de vivre ensemble, qui ne soient pas, je dirais, en quelque sorte gangrénées par le risque de la contagion. Parce que le concept de contagion, il a évidemment un sens médical, mais il a des échos politiques, des échos politiques immenses, puisque c'est l'autre corps, et a fortiori l'autre corps étranger, celui qui, d'une certaine manière, m'apparaît comme le plus menaçant, qui devient en quelque sorte ce que je dois tenir à l'écart de moi-même. Alors il est difficile de dire dans quelle mesure ce type d'imaginaire très personnel, très intime, se traduira politiquement et électoralement, mais on peut tout de même craindre que ce ne soit pas au bénéfice d'une société ouverte. Les leçons de cette crise, ce sont aussi des questionnements autour de la mondialisation, et vous l'avez un petit peu dit, on parle beaucoup de démondialisation, de relocalisation. Qu'en pensez-vous ? C'est le bon chemin ? C'est la bonne réflexion à avoir ? En tous les cas, il y a des aspects élémentaires. Si on se rend compte à l'occasion d'une crise de cette envergure que la plupart des médicaments de première nécessité sont fabriqués à l'étranger, que donc on a du mal à les relocaliser, si je puis dire, ou simplement à les récupérer, qu'il y ait au moins, pour ce qui concerne les aspects les plus nécessiteux d'une politique sanitaire, qu'il y ait une relocalisation, ça me paraît être absolument nécessaire. Maintenant, si vous voulez, c'est comme la frontière. On a des positions qui sont parfois absurdes, du style, celle qui était tenue au début souvent, et par des gens qui, comme moi, ne sont pas des ennemis de la mondialisation, consistant à dire mais une frontière n'arrête pas un virus. Si, de fait, une frontière peut arrêter un virus, puisque le virus passe par le corps. Mais alors du coup, on passe immédiatement, une fois qu'on a pris la mesure, je dirais, de la naïveté de sa première affirmation, à l'affirmation contraire, consistant à dire finalement que c'est la frontière comme telle qui nous permet de nous sauver de toute chose. Dans tous les cas de figure, je crois qu'on a tout de même intérêt à ne pas aborder, c'est parfois difficile, surtout au milieu d'une crise, mais à ne pas aborder la politique du point de vue du pire, et en particulier du point de vue du désir de guérir ou du désir de survivre. Parce qu'à partir de là, évidemment, si l'alternative c'est la survie
ou la mort, eh bien, je dirais que chacun choisira la survie, mais parfois au prix des libertés. Et puis reconstruire une indépendance, une souveraineté, là aussi, ça comporte des risques. Il y a les risques de l'autarcie, de la fermeture, du protectionnisme. C'est très dangereux, presque. Alors, la souveraineté comme telle, si vous voulez, tout dépend, parce que la souveraineté en démocratie, c'est le peuple. Donc, par conséquent, ici, le peuple n'est pas un concept, enfin, en tous les cas, il n'a pas été défendu comme cela dans la tradition philosophique républicaine, n'est pas un concept ethnique. Par conséquent, entre la souveraineté du peuple, la souveraineté de la nation et la souveraineté, je dirais, du territoire, il y a tout de même des différences. À mon sens, il n'y a pas de politique sans souveraineté, en tout cas pas de démocratie sans une instance qui s'appelle les citoyens, qui décident en dernière analyse. Est-ce qu'on est obligé pour autant d'en conclure à l'idée que la souveraineté nationale comme telle est le seul moyen de nous prémunir d'un virus? Alors là, je dirais, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Il suffit de regarder les pays souverainistes en ce sens, c'est-à-dire qui insistent beaucoup sur leur indépendance nationale, États-Unis, Grande-Bretagne, pour se rendre compte que la gestion de crise, pour le coup, n'a pas été véritablement à la hauteur. On parle beaucoup du monde d'après aussi, du monde de demain. Ça fait même la une du Monde qu'on va peut-être voir. Le Monde des Livres a interrogé 40 personnalités. Il leur a demandé de choisir un ouvrage qui aiderait à imaginer le monde d'après. C'est devenu une grande et belle expression pour se promettre des lendemains un peu plus heureux, un peu plus chantants. Ça vous agace d'entendre assez souvent, assez régulièrement, cette notion du monde d'après, du monde de demain, où vous faites partie de ceux qui se disent bah oui, effectivement, c'est peut-être un moment clé pour imaginer la suite différemment? C'est-à-dire, bon, comme toutes les formules, c'est un peu comme vivre ensemble, où de moment, à force d'être ressassées, si vous voulez, elles deviennent un peu dérisoires. Maintenant qu'on se pose la question de savoir de quoi l'avenir sera fait au moment où le présent est quasiment insupportable, ça me paraît être la moindre des choses. Cela étant, je dirais que ce n'est pas forcément une période de crise ou de maladie le meilleur moment pour imaginer des utopies. Parce que, à force évidemment, et je serai le premier à le faire sur beaucoup de points, en particulier économiques, à force de reprocher au monde d'avant tout ce qui a produit la situation de crise ou l'a accéléré, eh bien on oubliait que c'était tout de même un monde. C'est-à-dire qu'il y avait avant, et dans l'avant il y a beaucoup de choses à critiquer, des évidences, des possibilités, des libertés qui étaient déjà restreintes en un sens, mais pas au point, je dirais, déjà d'empêcher la possibilité même du contact ou la possibilité même de la rencontre. Donc je ne suis pas du tout un nostalgique du monde d'avant, mais je suis un peu un inquiet du monde d'après, si l'après, ça doit vouloir dire au fond de laisser de côté totalement ce qui était encore des vestiges réels, je dirais, de l'état de droit, au profit de solutions ou purement sanitaires, ou purement nationales, ou même d'ailleurs utopiques, révolutionnaires. Dans la tradition marxiste, on appelait liberté bourgeoise la liberté de se mouvoir, la liberté d'opinion, et le marxisme a souffert de les considérer comme un peu trop secondaires, ces libertés. Alors moi je dirais que on n'est pas obligé de croire que le capitalisme peut tout résoudre, et Dieu sait qu'il pose de sérieux problèmes aujourd'hui, mais ce n'est pas une raison pour abandonner les libertés bourgeoises, si par là on entend simplement le respect de l'état de droit et de la confiance que nous pouvons encore manifester les uns envers les autres, en dépit de la possibilité que nous abriterions éventuellement un virus. Et ce sera le mot de la fin de cet entretien. Merci infiniment, Michael Fessel, d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de 2 de vos ouvrages, Le temps de la consolation et Après la fin du monde. Fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivi.